Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Kirandeep Karpal. Allez-y. Bonjour. Alors, comme on le disait, je suis Kirandeep et je serai l'animatrice de la séance d'aujourd'hui sur la mesure de la stigmatisation entourant la consommation d'opioïdes. Alors, je vous rappelle que ce webinaire est offert en anglais et en français. Si vous souhaitez l'écouter en français, appuyez ou plutôt composez le numéro en rouge à l'écran. Vous pouvez également agrandir les diapositives que vous souhaitez à l'aide des flèches. Ce webinaire sera archivé. Si vous souhaitez obtenir l'enregistrement, vous pouvez m'écrire et je vous donnerai mon adresse électronique dans la boîte de dialogue. Par ailleurs, certains des sujets que nous aborderons sont délicats. Nous vous rappelons que des services de soutien sont disponibles. Vous pouvez communiquer avec Service de crise Canada si vous en avez le besoin. Alors, sans plus tarder, je suis heureuse de présenter nos conférencières pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous sommes accompagnés du Dr Stephanie Nag et Jess Beshara. Dr Nag est la co-auteure de l'échelle de mesure de l'attitude des prestataires en matière de consommation d'opioïdes. Elle est conseillère principale en recherche à la Commission de la santé mentale du Canada et connue à l'échelle internationale pour sa recherche en matière de stigmatisation. Elle est professeure adjointe au département de psychiatrie de l'Université de Calgary et membre associé du Matheson Center for Mental Health Research and Education. Jess Beshara est navigatrice communautaire pour la réduction des préjudices au bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark à Brockville. Elle est également travailleuse de soutien par les pairs pour le Canadian Addiction Treatment Centers. Elle compte plus de 25 ans d'expérience vécue en matière de consommation d'opioïdes. Bienvenue à toutes les deux et nous sommes très heureuses que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Alors, un aperçu rapide du programme de la séance d'aujourd'hui. Tout d'abord, je parlerai très brièvement du travail de la Commission dans le domaine de la stigmatisation. Et ensuite, Dr Nag nous parlera de la recherche qu'elle a faite sur l'impact de la stigmatisation et Jess nous parlera de son expérience de la stigmatisation et des conséquences qu'elle a constatées. Ensuite, nous passerons à l'échelle de mesure de l'attitude des prestataires en matière de consommation d'opioïdes et nous terminerons par des questions. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissez pas la Commission de la santé mentale du Canada, nous sommes un organisme sans but lucratif créé par le gouvernement du Canada en 2007 et nous sommes un organe financé par Santé Canada qui est cependant indépendant. Notre mandat est axé sur la consommation de substances, la prévention du suicide et les populations prioritaires et les activités de participation. Nous avons, entre autres, les points forts de notre mandat, citons la stratégie en matière de santé mentale pour le Canada. Voici quelques mots sur le travail que nous avons fait en matière de lutte contre la stigmatisation. Notre initiative en 2009 visant à réduire la stigmatisation s'intitulait « Changer les mentalités ». Elle visait à évaluer l'efficacité des programmes et en faire la promotion au Canada. Ces travaux ont permis de cerner 4 groupes cibles, les prestataires de soins de santé, les jeunes, les médias d'information et les milieux de travail. La CSMC a ensuite repéré et promu divers programmes destinés à ces groupes, notamment l'esprit au travail premier répondant, comprendre la stigmatisation, l'esprit curieux, en tête, la tête haute et ainsi de suite. Notre expérience et notre succès avec l'initiative Changer les mentalités ont conduit au travail d'aujourd'hui concernant la stigmatisation associée à la consommation d'opioïdes. En 2017, Santé Canada nous a contactés pour contribuer à la lutte contre la crise des opioïdes. Étant donné que peu de données sont disponibles actuellement, nous nous sommes concentrés sur la stigmatisation envers les personnes ayant des problèmes de consommation d'opioïdes et d'autres substances, car elle diffère des personnes atteintes d'autres maladies mentales. Santé Canada a donc donné à la Commission l'orientation nécessaire pour mener un projet de recherche visant à comprendre le problème de la stigmatisation et à identifier des interventions pertinentes.
Je cède à présent la parole au Dr Stephanie Knack afin qu'elle évoque les résultats de sa recherche et ensuite nous passerons à Jess Beshara qui nous parlera de la stigmatisation elle-même. Bonjour à tous, très heureuse d'être des vôtres pour évoquer certains de nos travaux sur la crise des opioïdes et le problème de la stigmatisation. Alors vous le savez sans doute, je n'ai pas besoin de vous brosser un tableau exhaustif, mais nous sommes au beau milieu de deux crises sanitaires, évidemment la pandémie de COVID-19, mais aussi un nombre catastrophique de décès associés à des surdoses de consommation d'opioïdes. Nous avons perdu environ 16 000 vies depuis le début de la crise déclarée en 2016. Et dans le contexte de la crise de COVID actuelle, une chose qui est fracassante, c'est que les progrès qu'on avait réalisés depuis quelques années ont été anéantis et il y a malheureusement une augmentation des décès. Je souhaite signaler que tout le travail que nous avons fait a été fait avant le début de la COVID-19. Histoire que vous sachiez quel était notre échéancier, on a commencé le projet en 2017 et les informateurs clés, c'est-à-dire l'aspect qualitatif, a été complété en 2019. Donc, toute la collecte de données s'est faite essentiellement en 2018. Quoique les résultats, à mon avis, ne sont pas désuets. Vous verrez beaucoup de liens avec ce que vous constatez sans doute dans votre milieu de travail ou selon votre expérience. Alors, Kuhn Deep le disait, nous allons parler de trois aspects de notre recherche. La recherche qualitative de 2018, ensuite l'échelle que nous avons mise au point suite à cette étude, et ensuite nous partagerons des recherches qui nous ont permis d'appliquer cette échelle dans un contexte concret, un contexte auquel Jess a participé. Alors d'abord, l'étude sur les informateurs clés. Il s'agissait de 4 questions principales. À quoi ressemble la stigmatisation? D'où vient-elle? Comment s'y opposer? Mais aussi, comment y remédier? Nous nous sommes concentrés sur le contexte de la prestation directe de services. Il s'agissait de l'objet de la recherche. Alors, nos groupes de participants étaient principalement policiers, pompiers, ambulanciers, prestataires de soins de santé, travailleurs de proximité et de refuge et personnes directement touchées par la consommation. Nous avons réalisé 8 groupes de discussion dans les 5 régions du pays. 6 étaient des prestataires de services et 2 étaient exclusivement avec des personnes qui avaient une expérience vécue. À partir de là, nous avons rajouté des groupes avec des informateurs clés, des décideurs et d'autres experts au besoin pour arriver à un niveau représentatif. Alors au total, nous avons interrogé environ 80 personnes grâce à ces groupes de discussion et entretien. Alors qu'avons-nous constaté? Je vais présenter les résultats très rapidement parce que, évidemment, il y a énormément de constatations très importantes issues de cette recherche et on n'a tout simplement pas le temps de toutes les passer en revue. Alors, je vais seulement présenter les faits saillants. Et ensuite, nous approfondirons 3 constatations principales. Et c'est ainsi qu'on demandera à Jess de contribuer. Elle nous aidera à approfondir ces 3 constatations clés. Alors d'abord, à quoi ressemble la stigmatisation et comment la ressent-elle? Alors, rien ne vous étonnera là-dedans. Ça se constate dans les attitudes négatives, jugements a priori, stéréotypes. On constate aussi que ça se présente dans l'utilisation d'étiquettes et de langage problématique. On constate aussi que cela prend la forme d'interactions négatives entre clients et prestataires. Donc, dans ce cas-là, il s'agit d'un niveau interpersonnel de stigmatisation. Cela se présente aussi dans la honte et l'internalisation de la stigmatisation et même l'internalisation de la dépendance ou la consommation. Et ensuite, des politiques et pratiques punitives et qui excluent. Donc, dans ce cas-là, plutôt une stigmatisation structurelle. Deuxième question, quelles sont les répercussions de la stigmatisation? Comment cela influe-t-il sur la qualité des soins? Eh bien, la stigmatisation a un impact négatif sur la façon dont nous conceptualisons, encadrons, hiérarchisons la crise actuelle.
Cela incite les gens à se cacher et cela freine la recherche d'aide. Donc, il s'agit d'un impact très direct pour les consommateurs. Cela perpétue aussi la méfiance par rapport au système et l'évitement des services. On évite les services non pas en raison d'une stigmatisation internalisée, mais parce qu'on craint de mauvais services, voire de mauvais traitements. C'est très important, c'est un des thèmes que nous approfondirons dans le détail. Et je souhaite aussi signaler que cela était surtout prononcé pour les personnes les plus marginalisées et les personnes qui sont confrontées à des stigmates multiples. Et le quatrième impact, c'est que cela donne lieu à des soins et des interventions de moindre qualité. La quatrième question, quelles sont les sources de la stigmatisation? Ici, ce qui nous intéressait, c'était d'identifier les points de tension ou les facteurs qui contribuent à la stigmatisation. C'est-à-dire que si on comprend d'où provient la stigmatisation, on peut savoir ce à quoi s'attaquer afin de remédier à ces difficultés. Alors, il y a 6 thèmes issus de nos recherches. On sait que la stigmatisation provient d'approches punitives à l'égard des dépendances, des traitements et du rétablissement. C'est-à-dire que les modèles de compréhension sont toujours associés à une faiblesse personnelle, à un choix personnel, à un manque de courage, l'abstinence est toujours l'abstinence, et ainsi de suite. Ensuite, on a constaté que la stigmatisation provenait du caractère illégal de certaines des drogues, dont les opioïdes. On demandait aux répondants, par exemple, comment aborder la crise des opioïdes quand le gouvernement a déterminé que les personnes qui consomment ces substances sont essentiellement des criminels. Ensuite, un autre constat important qui était assez troublant, ce qui me concerne, c'était cette idée qu'il existe une hiérarchie parmi les chercheurs de soins. C'est-à-dire qu'on estime que les gens qui consomment de la drogue méritent moins de soins. Alors, c'est très perturbant. Ensuite, on a parlé de surmenage et de lassitude vécue par les prestataires qui se répercutent ensuite sur les personnes qui ont une expérience vécue. Ce qui fait que les gens finissent par se recroqueviller sur eux-mêmes. En d'autres termes, ça crée un environnement affectif où les gens se sentent drainés, ils se sentent surmenés, ils ont un moral dans les talons et donc cela crée davantage de stigmatisation en raison, comment dire, du vide affectif. Et une autre source de stigmatisation, le problème des insuffisances du système et d'obstacles structurels. Un autre des thèmes qui seront explorés par Jess dans un instant. La dernière question, la plus importante, comment corriger le tir? Alors, comment s'attaquer à la stigmatisation? Quelles sont des approches prometteuses? Que nous ont dit les répondants? Eh bien, ils estimaient que l'éducation par rapport à la dépendance, la réduction des méfaits et le rétablissement s'imposaient. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas seulement d'une approche éducative ou pédagogique, mais plutôt une formation axée sur les traumatismes. Il s'agit de remettre en question nos mythes. Il faut une éducation qui puisse changer la perspective par rapport à ces concepts. Ensuite, ils nous ont dit qu'il fallait absolument voir des interventions qui se concentrent sur la confiance entre clients et prestataires. Ils ont insisté sur l'importance du contact social, c'est-à-dire que la réduction de la stigmatisation doit être un outil éducatif, c'est-à-dire faire participer les personnes qui ont une expérience vécue dans la conception et la prestation des services en les invitant à raconter leur récit,
en leur demandant de participer à la prestation des services, mais aussi leur donner des postes de conseillers. Un autre thème clé, l'importance d'offrir une formation éclairée sur les traumatismes. Et de nouveau, c'est quelque chose qui sera approfondi par Jess. Cette approche peut véritablement nous aider à réduire la stigmatisation. Les répondants nous ont dit qu'il était important d'avoir une formation axée sur l'introspection pour les prestataires, pour accroître leur résilience et atténuer les risques d'épuisement et de lassitude. Et enfin, il faut éliminer les obstacles à l'intérieur du système, donc s'attaquer aux composants structurels. Alors, grosso modo, voilà les constatations de cet aspect qualitatif de notre recherche. Alors, comme je le disais, nous allons approfondir 3 de ces thèmes. Le premier, c'est-à-dire l'impact de la stigmatisation, la question de la méfiance et de l'évitement des services. Ensuite, les sources de stigmatisation, c'est-à-dire l'insuffisance du système et les obstacles structurels. Et enfin, l'importance d'avancer, c'est-à-dire s'attaquer à la stigmatisation, à quoi peuvent ressembler les modèles de soins. Dans ce cas-ci, on se concentrera sur la formation et la connaissance des traumatismes. Ainsi, nous allons le faire en demandant à Jess de nous expliquer comment ces thèmes ont rejoint son expérience personnelle. Une petite précision avant de céder la parole à Jess. Jess n'était pas participante dans notre étude de recherche. Jess a plutôt participé à l'évaluation et à l'intervention que nous avons conçue un peu plus tôt cette année. Alors, je crois que le fait que les constatations de notre étude ont trouvé écho chez Jess lorsqu'elle a lu le rapport et qu'elle nous a aidés en participant à ce webinaire valide effectivement nos résultats. Alors sur ce, Jess, c'est avec plaisir que je vous cède la parole. Alors je vous laisse parler du premier des 3 grands thèmes. D'abord, merci infiniment de m'inviter à participer. Il s'agit d'un sujet très important. Plus on peut informer les gens et les sensibiliser, mieux c'est pour tout le monde. Alors merci. La stigmatisation a eu un impact sur toute la durée de ma vie, depuis 25 ans, tout au long de mon cheminement par divers moyens, des violations de mes droits de la personne, de perte de dignité, le logement et l'évitement des traitements. Je ne voulais pas être traitée comme on me traitait chaque fois que je cherchais des soins. Et tout cela m'a mené à l'internalisation de cette honte que la société me montrait, de sorte que mon rétablissement était beaucoup plus pénible qu'il n'aurait dû l'être. Alors, il faut commencer à s'attaquer à ces obstacles. Alors, j'aimerais commencer par parler de la méfiance. Ça a été un gros obstacle pour moi. Alors, quelques mots sur moi. J'ai commencé à consommer des opiacés à l'âge de 15 ans. J'avais une blessure au genou. Alors, on me les a prescrits. Mon médecin m'a donné une ordonnance. J'ai reçu de la morphine pendant la chirurgie et ensuite, on m'a envoyé à la maison avec cette ordonnance. À la fin de mon rétablissement, j'étais dépendante, mentalement et physiquement, mais on m'a donné l'impression que c'était ma faute, quand tout ce que j'avais fait, c'était de suivre l'ordonnance. Alors, d'entrée de jeu, j'ai eu beaucoup de mal à faire confiance aux médecins. J'avais assez honte, et en raison de cette honte, j'ai arrêté de demander de l'aide. Je n'ai pas parlé aux médecins de ce que je faisais parce que je culpabilisais. Et donc, c'était difficile pour moi d'en parler.
J'ai essayé de le cacher dans toute la mesure du possible, mais éventuellement, je ne pouvais plus le contrôler. Donc, même si c'était dur, j'ai demandé de l'aide. Et chaque fois que je l'ai fait, on m'a puni d'une manière ou d'une autre, que ce soit en perdant un emploi, en faisant l'objet d'appels auprès des services de protection à l'enfance, des services de police. Plus j'étais honnête, essentiellement, moins je recevais des traitements appropriés. Par exemple, j'allais à l'hôpital, je disais au médecin que je prenais des stupéfiants en raison de cette dépendance et on m'accusait de chercher plus de stupéfiants, de médicaments. Alors c'était un peu difficile de comprendre quoi faire. J'ai vu mon partenaire déraper avec sa consommation. J'ai perdu un emploi, j'ai vu beaucoup de gens perdre leur emploi. Beaucoup de mes amis ont été arrachés à leur famille et je ne souhaite ça à personne. Alors, évidemment, la méfiance est difficile à surmonter. Même si on n'a pas vécu de problème soi-même, on a entendu des histoires d'horreur, ou alors on l'a vécu soi-même et on n'a plus envie de le revivre. Alors, plutôt que de chercher de l'aide, on internalise ces problèmes. Même comme un travailleur de soutien entre pairs, mon travail principal, on me ment beaucoup. Et honnêtement, ça peut être offusquant au début. Je me disais, pourtant, j'ai vécu la même chose, on peut me faire confiance. Mais en fait, la confiance se gagne difficilement. Il faut s'interroger sur la raison pour laquelle on a agi comme on l'a fait soi-même dans le passé et ce qui amène cette personne à ne pas forcément dire la vérité. Alors, dans la même veine, la confiance ne se gagne pas de la même manière chez tout le monde. Chez certains, il faut du temps. Pour d'autres, il faut leur donner de quoi manger ou encore leur présenter des ressources. D'autres personnes, c'était plutôt du bouche à oreille. Et pour d'autres, c'était plutôt d'observer que j'avais un lien de confiance avec d'autres pères. La seule chose qui était constante, c'est que c'était dur d'obtenir la confiance des gens que j'essayais d'aider. Mais ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup d'investir dans l'établissement de ce lien de confiance. Je pense qu'il est important de parler du fait que la méfiance se passe de part et d'autre. C'est-à-dire que les prestataires ne nous font pas forcément confiance non plus. J'en ai un peu parlé. Alors je vais raconter un récit. Lorsque j'ai commencé la méthadone, j'ai dû donner des dépistages d'urine pendant plusieurs semaines avant de pouvoir rencontrer mon médecin. À cette clinique, il fallait remplir un papier toutes les semaines indiquant quel est ce qu'on avait consommé dans la semaine écoulée. C'était envoyé au médecin, puis on devait donner un dépistage d'urine. Pour une raison ou l'autre, mes papiers n'étaient pas en ordre. Alors lorsque mon médecin a ouvert mon dossier, elle m'a tout de suite dit que notre relation n'allait pas fonctionner si elle ne pouvait pas me faire confiance. C'est-à-dire qu'elle avait décidé d'entrée de jeu que je mentais parce qu'elle ne m'a pas demandé ce qui s'était passé avec mes papiers. Et elle est sautée aux conclusions.
et elle m'est tombée dessus à bras raccourcis. Alors, du point de vue du prestataire, je pense qu'il est important de se rappeler qu'il existe aussi une méfiance. C'est pourquoi nous avons affiché les citations du rapport. Ici, c'était dans un entretien. Alors, le prestataire, plutôt que de se demander comment puis-je les aider, dites-vous que la personne devant vous, si vous êtes prestataire, c'est du plutôt comment cette personne va-t-elle me faire du tort. Il s'agit plutôt d'offrir un environnement ouvert et sans reproche. Alors, je vais à présent aborder quelques questions structurelles. Il existe des obstacles structurels importants dans le monde de la dépendance, entre autres l'heure des rendez-vous. Vous savez, les gens qui sont en mode survie ont beaucoup de mal à prendre des rendez-vous et à respecter des rendez-vous. Le fait qu'il faut avoir plusieurs mois d'abstinence avant de pouvoir accéder aux soins. Il y a aussi des pharmacies qui demandent aux consommateurs de substances d'aller à un comptoir différent. Parfois, je pense que c'est pour des questions de sécurité, mais souvent, je pense que c'est une question de stigmatisation. Et je veux parler des dépistages d'urine plus précisément, parce qu'ils sont humiliants. Devoir faire pipi dans une bouteille, ça n'est jamais amusant. Mais lorsque vous êtes devant un groupe de personnes, c'est encore plus humiliant. Par exemple, j'ai beaucoup de mal, moi, à le faire. Je commence à y penser des jours avant que ça ne se produise. Ça affecte à peu près 30% de ma vie. Et ça provient de cette expérience à la première clinique de méthadone. Non seulement y avait-il des caméras partout, mais notre toilette était juste à côté de la station du poste d'infirmier. Alors on les entendait quasi respirer et il y avait une petite porte qui pouvait s'ouvrir à tout moment, au pire de tous les moments d'ailleurs, pour poser des questions tout à fait impertinentes. Et parfois ils oubliaient que quelqu'un était dans la toilette. Et puis ils pouvaient ouvrir la porte qui donnait sur la salle d'attente. Alors vous imaginez, vous essayez de faire pipi dans votre éprouvette et la porte s'ouvre tout grand. Alors, les choses ont changé, heureusement. Les cliniques auxquelles je vais maintenant sont beaucoup plus respectueuses. Je pense que je serai toujours un peu traumatisée lorsqu'il faudra dépister avec un test d'urine. Ça fait au moins 5 ans que je suis dans cette nouvelle clinique qui est beaucoup plus commode et malgré tout, c'est pénible pour moi. Certaines cliniques ne sont pas très bien adaptées non plus. Les médecins et les infirmières qui travaillent dans certaines cliniques sont assez détendus, laissent même les gens revenir avec un dépistage d'urine qu'ils font à la maison, alors que d'autres leur demandent carrément de le faire devant eux. Certaines personnes ont des démêlés avec la justice ou avec les services de protection de l'enfance. Vous savez, dans notre communauté, on sait très bien que les bâtonnets ne fonctionnent pas toujours. Ils ne sont pas toujours précis à 100%. Et ces résultats erronés peuvent mener à une peine d'emprisonnement ou à la perte de sa famille. Personnellement, je vous dirais que il y a longtemps, on était au milieu d'un cas avec la protection de l'enfance. Bon, les choses allaient relativement bien. Et j'ai eu un test qui était un faux positif. C'était pour une drogue que je n'avais jamais consommée. Alors, c'était vraiment étrange. Mon médecin le savait. Elle savait que c'était un faux positif.
elle a pu confirmer que je n'avais pas consommé cette drogue, mais le travailleur des services de protection à l'enfance, lorsque ce travailleur a appelé la clinique, ce n'était pas mon médecin qui a répondu. Et donc, on a lu les résultats. Bon, elle a fait son travail, mais ça m'a causé beaucoup d'ennuis. Je n'ai pas pu passer Noël avec ma famille. Ça a été annulé. Et je ne pouvais rien faire pour changer ce résultat. La travailleuse des services de protection à l'enfance ne me croyait pas, n'a pas voulu rappeler pour parler avec mon médecin traitant. Et en raison de cela, elle ne me faisait plus confiance non plus. Alors ça a été très difficile pour moi de surmonter cette épreuve. Alors, un faux positif m'a occasionné énormément d'ennuis. J'ai perdu un Noël que je n'aurai plus jamais en raison d'un bâtonnet. C'est un obstacle qu'on ne peut peut-être pas entièrement éliminer, mais on peut certainement y travailler. Pour beaucoup de gens aussi qui ont accès à des programmes de dépistage, n'en ont pas vraiment besoin. De nombreuses personnes prennent des doses en pharmacie tous les jours. Elles admettent volontiers qu'elles consomment des substances et ne travaillent pas dans un intérêt contraire de celui du système. Généralement, il y a une très bonne raison lorsque les gens essaient de tromper le système. C'est parce qu'ils ne veulent pas aller en prison, qu'ils ont peur de perdre leur famille. Enfin, il y a toujours une raison valide. Mais la réalité, c'est que les caméras n'arrêteront pas les gens d'agir comme ils le font. Ils trouveront le moyen s'ils le veulent. C'est simplement que ça leur met plus de bâtons dans les roues. Pour moi, ça cause beaucoup plus de tort que de bien. On pourrait permettre aux gens de garder leur dignité en retirant les caméras ou dans certains cas, en éliminant carrément le dépistage par l'urine. Et enfin, j'aimerais parler des soins éclairés par les traumatismes. Je pense qu'il est important de comprendre ce que sont les traumatismes, ce qui est difficile à faire, car c'est différent pour tout le monde. Certaines choses sont traumatisantes pour une personne, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas à nous de déterminer ce qui est traumatisant. Essentiellement, tout ce qui cause de la détresse dans la vie de quelqu'un, que ça se soit passé il y a 40 ans, que ça se produise toujours, ou que ce soit arrivé une fois récemment, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'en être conscient. Un grand nombre d'entre nous avons vécu toutes sortes de traumatismes en grandissant ou à un moment de notre expérience de consommation. 55 à 75% des patients qui commencent un traitement déclarent avoir subi un traumatisme. Je pense personnellement d'ailleurs que c'est sous-déclaré et que le chiffre est probablement beaucoup plus élevé. Ensuite, le fait que survivre dans le monde de la consommation de substances d'aujourd'hui, c'est traumatisant en soi. Que l'on un trafiquant assez stable avec lequel on consomme ou qu'on soit dans la rue avec rien du tout, qu'on achète d'un étranger chaque fois, c'est quand même très dangereux parce que l'approvisionnement en drogue est très toxique et ça devient de plus en plus difficile de survivre dans le monde de la consommation. Alors il faut en être conscient, c'est traumatisant. C'est le cas de tous les gens avec lesquels je travaille. Et ainsi, beaucoup de gens sont coincés dans un mode survie, ce qui rend d'autant plus difficile la prise de décision, le maintien des rendez-vous, même savoir quelle heure il est.
Si on crée une atmosphère où les gens se sentent en sécurité et entendus, on peut beaucoup améliorer les choses. Et je sais que ça peut être difficile. Parfois, on est très occupé et tout ce que l'on veut, c'est empêcher les gens de se disputer. Là, il faut s'inquiéter aussi de la distanciation physique. Bon, si vous avez 1 heure de retard pour votre rendez-vous, vous avez déjà peut-être une très mauvaise journée. Il faut quand même éviter de reprocher à un client d'être en retard quand son cortex préfrontal est essentiellement hors combat. Ça peut même créer une nouvelle traumatisation. Souvent, lorsque le client réagit par la colère ou une attitude défensive, il est puni et tout s'aggrave. C'est pourquoi les soins éclairés par les traumatismes doivent plutôt comprendre d'où provient cette réaction, cette riposte qui provient d'un traumatisme. Plutôt que de laisser la situation dégénérer, on peut essayer d'offrir à cette personne un environnement sûr. Et je ne prétends pas qu'il faut les asseoir dans une pièce très douillette, mais simplement un environnement sûr où les gens parlent à voix basse pour désamorcer la situation. Il y a certaines choses qu'on peut faire, par exemple. Il y a même des architectures éclairées par les traumatismes. Il y a toutes sortes de choses que l'on peut faire maintenant pour rendre la situation moins accablante. Et il est très important de comprendre que les personnes qui consomment sont lourdement stigmatisées. Souvent, ils ont été arrachés à leur famille, ils ont été punis sur le plan criminel parce qu'ils ont été honnêtes. Alors, c'est difficile, de nouveau, de se sentir en sécurité, de dire la vérité. Il y a énormément de méfiance, ce qui signifie que ça peut être accablant de même penser à passer un coup de fil ou de respecter un rendez-vous. La vie est pleine de traumatismes pour ces personnes. C'est pourquoi il faut faire preuve de compassion, même si la personne devant nous n'est pas commode. Il faut faire preuve de compassion. Je pense qu'il est intéressant aussi de noter que les soins éclairés par les traumatismes peuvent éliminer beaucoup d'obstacles dont j'ai déjà parlé. Lorsqu'on se sert de soins éclairés par les traumatismes, ça permet d'atténuer la méfiance. On peut l'estomper. Et ce qui permet aux patients de demander ce dont ils ont besoin. Même de nombreux obstacles structurels peuvent être atténués en se servant de soins éclairés par les traumatismes. Et c'est important. Voilà. Merci, Jess. J'ai beaucoup appris seulement en vous écoutant. Et une chose qui m'a vraiment frappée tandis que vous parliez de ces 3 thèmes, c'est que il faut comprendre à quel point ils sont enchevêtrés. Et le fait qu'il s'agit de vases communicants, en quelque sorte, c'est-à-dire que la confiance est rattachée aux soins éclairés par les traumatismes ou l'absence de soins éclairés par les traumatismes, ces choses sont effectivement des vases communicants. Et ensuite, les obstacles structurels également, c'est-à-dire que les problèmes de confiance et de méfiance sont enchevêtrés à un grand nombre des politiques et des pratiques également. Si on n'examine pas nos politiques et pratiques, par l'entremise des traumatismes et par l'entremise de la confiance, on n'arrivera à rien. Alors, merci infiniment d'avoir partagé votre expérience. Alors, je sais que nous avons prévu une période de questions. Il y en a certaines qui ont été envoyées à l'avance. Et je crois qu'il y a davantage de questions et d'observations dans la boîte de dialogue. Et je sais qu'on veut pouvoir y répondre,
Mais on veut aussi passer quelques minutes avant de passer à cette période de questions à parler pendant une dizaine de minutes de la deuxième partie de notre recherche issue de ce projet, c'est-à-dire l'élaboration d'une échelle de mesure de l'attitude des prestataires de soins en matière de consommation d'opioïdes et comment on s'en est servi dans le cadre d'un projet d'évaluation. Alors, la Commission a voulu mettre au point cette échelle à des fins d'évaluation, car ça s'inscrit dans notre programme plus général de recherche, c'est-à-dire qu'on veut comprendre le problème de la stigmatisation, trouver des moyens de contrer cette stigmatisation et ensuite trouver des interventions et des initiatives prometteuses à évaluer afin de les mettre à l'échelle pour trouver les meilleurs, si vous voulez. Alors, c'était le motif derrière l'élaboration de cette échelle. Alors, je vais vous présenter très rapidement la genèse de cette échelle. Alors, il y avait 4 étapes à ce processus. Le premier visait à extraire les résultats de l'étude qualitative dont on vient de parler pour cerner les principaux domaines d'attitude et de comportement qu'il fallait saisir dans l'échelle, qui devraient vraiment faire partie de l'échelle. Alors, les questions d'attitude, c'est-à-dire les concepts associés sur la confiance. Ensuite, nous avons produit un bassin, un groupe d'éléments ou de questions. Certaines sont des questions qui proviennent d'échelles établies, d'autres sont celles que nous avons trouvées nous-mêmes. Donc, au total, il y avait 49 questions. Nous avons pris cette série de questions que nous avons organisée dans une série de consultations d'experts. Alors, on a parlé à des experts, des usagers de l'échelle, c'est-à-dire les premiers répondants, les prestataires de santé et d'autres prestataires de services, ainsi que les personnes qui ont une expérience vécue. Et au fil de ce processus, on a pu mettre au point l'échelle, on a ajouté des questions, éliminé des questions, et ensuite, on a fait une phase pilote auprès d'un petit groupe de 45 prestataires de soins et premiers répondants. Et grâce à ce processus, on a pu constituer un questionnaire de 25 questions. La dernière phase consistait ensuite à passer par une étude de validation. Donc, on a administré le questionnaire à environ 500 personnes, donc des premiers répondants et des prestataires de services. Et ensuite, on a pu examiner les propriétés psychométriques de l'échelle. Donc, les résultats de cette étude nous ont ensuite conduit à la version écourtée du questionnaire, c'est-à-dire que le questionnaire ne compte plus que 19 questions. Et c'est une échelle unique, c'est-à-dire qu'on l'administre dans un seul temps et on en fait ensuite l'évaluation. Voici les domaines clés qu'on a veillé à inclure dans cette échelle. Toutes des choses qui ne vous étonneront pas, car ça rejoint tous les thèmes qu'on vient d'aborder. Alors, c'est ce qui se trouve dans le questionnaire. Et voici à quoi ressemble le questionnaire. Sa version finale, donc il y a 19 questions, comme vous le voyez, et c'est noté sur une échelle de Likert de tout à fait d'accord à pas d'accord du tout. Alors, si cette échelle vous intéresse, nous cherchons à faire la promotion, on veut que les gens s'en servent sur le terrain. C'est disponible, vous pouvez vous en servir, c'est disponible à partir de la Commission de santé mentale du Canada. Il n'y a pas de droit de propriété intellectuelle. Ce qu'on espère, si vous voulez vous servir de ce questionnaire dans votre organisme, que vous nous le disiez, car on veut faire le suivi de l'utilisation du questionnaire. Si vous pouvez nous dire si vous le trouvez utile, et d'ailleurs on pourra vous aider avec l'analyse, avec la notation et ainsi de suite. Et ensuite, on a aussi l'intention de publier quelques articles où il est question de la construction du questionnaire et sa validation. Et on espère que vous pouvez participer à ces efforts car ça fait la promotion de cette échelle et sa validité, évidemment. Alors, comment voulez-vous peut-être vous servir de ce questionnaire? Alors, vous pouvez vous en servir dans le contexte de l'évaluation, c'est-à-dire
pour déterminer si une intervention de formation a conduit à des améliorations d'attitude et de comportement. Et c'est le contexte dans lequel on administre cette échelle dans notre travail. Et donc, dans ce cas-là, vous voudrez sans doute l'administrer avant la formation et après la formation. Et ensuite, vous examinez le changement dans les notes entre les deux périodes de temps. Et vous pouvez aussi vous en servir comme outil d'évaluation, par exemple, pour mesurer l'attitude au sein d'un organisme dans le cadre d'un exercice d'évaluation des besoins ou aussi comme indicateur de rendement. Donc, vous l'administrez, par exemple, à des périodes précises au fil du temps pour évaluer, par exemple, les changements culturels au sein d'un organisme. Vous pouvez aussi vous en servir comme outil de sensibilisation. Très souvent, remplir un questionnaire comme celui-ci incite les gens à réfléchir à la stigmatisation et ça les oblige à réfléchir à leurs attitudes et à leur comportement. Alors, vous pouvez administrer ce questionnaire dans le cadre d'un projet de sensibilisation ou d'une intervention, d'une campagne de sensibilisation. Alors, comment est-ce qu'on s'est servi de cette échelle nous-mêmes? Eh bien, notre intérêt primaire consiste à nous servir de cette échelle à des fins d'évaluation. Alors ici, très rapidement, on va présenter une évaluation qu'on a faite un peu plus tôt cette année. Il s'agit d'une intervention réalisée auprès d'étudiants de deuxième année en soins infirmiers dans un collège de l'Ontario. Et c'est par l'entremise de cette intervention qu'on a d'abord rencontré Jess. Et cette intervention signifiait que Jess se présentait devant la classe pour parler de son expérience vécue. Ce qui nous intéressait, c'était deux choses pour cette évaluation. Primo, est-ce que la présentation, la communication de Jess a changé les attitudes et les comportements des étudiants en soins infirmiers, mais aussi quel était l'impact sur le cursus? Parce que la communication de Jess se produisait au tout début d'un module de 2 semaines sur la santé mentale et les dépendances. Donc, c'est un élément conventionnel du cursus d'apprentissage. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas mesurer si le contenu est modifié et si Jess a influé sur les résultats. Alors, vous pouvez voir ici quels sont les résultats. Alors, si vous regardez à droite, vous voyez en bleu pré et en vert post. Pour le contenu éducatif, aucun changement. Ça n'est pas étonnant, car ça montre bien que la formation d'ordre pédagogique ne réduit pas forcément la stigmatisation. Il faut que ce soit un type de formation qui change notre compréhension profonde de l'accoutumance, la réduction des méfaits, le rétablissement, le traitement et ainsi de suite. Et si vous regardez à gauche, vous voyez une amélioration considérable entre le pré et le post. Donc, dans cette évaluation, un chiffre plus faible est préférable. Alors, vous voyez un bon impact. Alors, pour le mettre en contexte, ce changement a une valeur statistique. Et d'ailleurs, on a fait une évaluation de suivi qui était toujours maintenue. Et c'était avec un petit groupe d'étudiants. Donc, c'était bien que ce soit statistiquement valable. Alors, histoire de vous mettre en contexte, j'ai fait beaucoup de ces évaluations au fil des ans. Souvent, on est content d'avoir de 0,2 à 0,3 d'effet. C'est ce qu'on espère pour une intervention d'1 heure. Alors, lorsqu'on voit quelque chose comme ceci, c'est-à-dire un effet de 0,46, c'est vraiment très emballant. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Quels sont les éléments clés qui expliquent pourquoi une intervention comme celle-ci a eu un impact? Pourquoi la communication de Jess a-t-elle eu un si grand impact? Donc, avant de passer à la période de questions, j'aimerais quand même céder de nouveau la parole à Jess, car c'était essentiellement sa communication, et je veux qu'elle puisse nous dire quelques mots sur ce à quoi elle s'attache lorsqu'elle fait ce genre de communication, ce sur quoi elle insiste pour son public et ce qu'elle espère voir les participants retenir. Alors, chaque communication est adaptée au public.
la communication porte toujours sur un thème. Même si nous sommes des consommateurs de drogue, nous sommes toujours des personnes. C'est ce sur quoi j'insiste. Alors ensuite, je parle beaucoup de stigmatisation. Qu'il s'agisse d'une salle pleine d'étudiants ou d'un autre public, tout le monde peut changer son comportement quotidien. Pour certaines personnes, il s'agit tout simplement de changer leur langage et le traitement qu'ils réservent à leurs patients. Et pour d'autres, c'est de reconnaître pourquoi il existe une stigmatisation dans leur milieu de travail, quel est leur rôle dans cet environnement et ce qu'ils peuvent faire pour le changer. Parfois, je me concentre sur l'aspect humain pendant tout mon discours, alors que d'autres fois, je dois me concentrer sur des questions d'argent et d'efficience, car c'est ce qui rejoint certains publics. Et malheureusement, je le vois très souvent. Au lieu de soigner une infection lorsqu'elle est d'abord détectée et facile à traiter et n'exige pas d'admission à l'hôpital, la peur d'être maltraité peut pousser un consommateur de drogue, par exemple, à ne pas se présenter. Et souvent, même, cette personne se retrouve à l'hôpital contre son gré. À ce moment-là, la maladie est généralement beaucoup plus grave. Elle exige des soins plus intensifs et beaucoup plus coûteux et exige un séjour beaucoup plus long. Ajoutez à cela les complications liées à la gestion du sevrage pendant un plus long séjour, ce qui mène à un problème plus difficile et complexe qui aurait pu être évité si cette personne s'était sentie suffisamment en sécurité pour demander des soins lorsque le problème est d'abord apparu. J'ai entendu beaucoup d'histoires personnelles dont je me sers pour illustrer mes propos. Je donne souvent des exemples concrets qui ont des conséquences également très concrètes. Et j'essaie de me concentrer sur le fait qu'il est facile d'apporter ces changements. On ne demande pas un changement radical, on demande simplement à recevoir les mêmes soins que tout le monde. C'est tout. Dans de nombreux cas, il s'agit simplement de changer le langage. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être appelé toxicomane. On est par exemple une personne qui consomme des substances. Ça vous permet très souvent de vous sentir humain. Et bien qu'il faut du temps pour changer son attitude, changer celle du personnel, ça vaut vraiment la peine de le faire quand on pense au temps et au stress que ça vous épargnera à long terme. Sans parler du fait que vous offrez des soins éclairés par les traumatismes, des soins dignes à un groupe croissant d'ailleurs de personnes qui consomment. J'explique aussi souvent les expériences positives qui facilitent la tâche lorsque quelqu'un qui consomme cherche de l'aide. Alors, les soins ne sont pas toujours négatifs. Il faut souligner aussi les expériences positives. C'est ainsi que ça devient plus facile de demander de l'aide. Plus on a des expériences positives. Et bien que je pense que l'objectif de beaucoup de personnes qui consomment est d'arrêter de consommer, mais c'est un choix que chacun doit faire. Et malheureusement, la société veut absolument que tout le monde arrête de consommer, que ce soit un régime d'abstinence, point à la ligne. Alors souvent, j'en parle dans la communication, je parle d'approche davantage axée sur la réduction des méfaits. Et enfin, je permets à mon public de me poser beaucoup de questions, car je crois que c'est ainsi qu'on peut déboulonner certains mythes. Et, je l'espère, changer des attitudes. Et ça paraît peut-être un peu
utopique, mais si je change au moins l'opinion d'une personne pendant ces communications, l'effet que cette personne aura sur toutes les personnes qui consomment lors de sa carrière, eh bien, ça vaudra vraiment le coup. Ça sera une expérience positive. Voilà. Formidable. Merci à toutes les deux, Stéphanie et Jess. J'apprécie énormément le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui pour partager votre expérience et ça montre bien l'importance de la mesure de la stigmatisation associée à la consommation d'opioïdes, mais aussi sa réduction. Nous savons tous que l'évaluation, la recherche, les chiffres sont très importants. Malheureusement, c'est le seul moyen de faire avancer les choses, mais je pense que ce que vous nous avez montré aujourd'hui souligne l'importance de ces sujets. Alors, nous avons très peu de temps, malheureusement, pour les questions. Peut-être qu'on ne pourra en prendre qu'une seule, mais je voulais quand même que vous sachiez qu'après le webinaire, nous allons évaluer votre expérience à l'aide d'un tout petit sondage. Alors, prenez quelques instants pour répondre à ces questions, s'il vous plaît, pour nous aider à éclairer les prochains webinaires. Alors, nous avons des questions qui nous sont parvenues à l'avance. Une question pour Stéphanie. Existe-t-il des suggestions à savoir que peut-on faire pour rétroactivement évaluer des campagnes passées? Ah, voilà une excellente question. Eh bien, si la campagne a déjà eu lieu, c'est un peu plus difficile, mais la meilleure approche sera peut-être... enfin, je ne sais pas si l'échelle sera utile dans ce cas-là, car vous n'avez pas la possibilité de l'administrer avant et après. Vous n'avez pas de valeur de comparaison, si vous voulez, mais si vous administrez l'échelle, vous pouvez, par exemple, la comparer à des données que nous avons recueillies pour vous donner au moins une moyenne. Mais essentiellement, ce que vous faites à ce moment-là, si la campagne doit être évaluée rétroactivement, vous pouvez poser la question aux gens par la suite, que vous rappelez-vous, qu'en avez-vous tiré, et vous évaluez ainsi son impact. Bien. Alors, une autre question, et je pense qu'on en a un peu parlé pendant votre exposé. Une question que j'adresserai à Jess. Avec la COVID-19, est-ce qu'on constate une augmentation de la consommation des opioïdes et que font les organismes en réaction à cette augmentation si elle existe? J'ai effectivement constaté une augmentation dans la ville où je vis et malheureusement, certains de nos organismes de traitement ont dû demander à leur personnel d'arrêter de se présenter au travail. Alors bien qu'il y ait une augmentation des opioïdes et que certains organismes aient éliminé leur soutien à la communauté, on a constaté dans la communauté un mouvement d'entraide. On a vu beaucoup de dons, beaucoup de gens qui ont demandé ce qu'ils pouvaient faire pour aider la communauté. Un grand nombre des organismes, comme les services de libération conditionnelle, font un excellent travail pour communiquer avec nous et nous aider à aider nos clients, les clients que nous avons en commun, pour qu'ils se sentent soutenus. Et voilà. Merci. Alors, dans la dernière minute qui nous reste, la dernière question que j'adresse à Stéphanie, est-ce possible de se servir de l'échelle pour les gens qui se servent d'une substance autre que les opioïdes? Oui, à mon avis, c'est possible. L'échelle est conçue essentiellement pour poser des questions à des gens qui consomment des opioïdes. Alors, dans le contexte autre que les opioïdes, il faudrait tout simplement l'adapter et remplacer les termes pour que ça convienne à votre public. Et il faudrait peut-être aussi évaluer le questionnaire pour veiller à ce que les questions s'appliquent toutes. Mais si ça vous intéresse à le faire, je vous encourage à communiquer avec moi. J'aimerais beaucoup avoir cette conversation avec vous. Mais oui, je pense que ça peut être utilisé. Formidable. Eh bien, malheureusement, le temps est écoulé. Merci à tous.